Bonjour ou rebonjour à tous. Du coup, cet après-midi, on va vous parler avec Benjamin du sujet Big Data Analytics. Alors, trois grands mots qui veulent dire beaucoup de choses. Et en fait, aujourd'hui, l'objectif, ça va être surtout de démystifier un peu ces trois mots. Parce que je pense que en fait, beaucoup d'entre vous, vous travaillez sur ces sujets soit de Big, soit de Data, soit d'Analytics. On en parle souvent, mais souvent, on ne sait pas qu'est-ce qui se cache en fait derrière. Donc du coup, Kautrido, donc moi je suis du coup data scientist et data analyst du coup dans les équipes de Lyon. Et du coup, on présentera du coup ensemble avec Benjamin. Du coup, consultant de GDPR depuis 2 mois. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter d'abord dans un premier temps le contexte et les enjeux du Big Data Analytics. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui, hein. Dans un second temps, on parlera de ce qu'on appelle en fait un processus data. Donc, comment depuis la collecte des données jusqu'à la restitution, en fait, on arrive en fait à ces différents points de passage. Et dernière chose qu'on fera, c'est un petit cas pratique assez sympa. On va relier ça en fait à la réglementation RGPD dans le cadre d'un cas d'usage. Parce qu'en fait, il faut savoir que Benjamin et moi, on vient juste de monter fraîchement en fait une start-up et on va solliciter du coup l'assistance de GDPR Rating pour savoir si on a fait les choses dans le bon ordre. On a besoin de l'expertise. Vous êtes les meilleurs dans l'expertise. Contexte et enjeu. Alors, le Big Data Analytics, alors d'où est-ce que ça vient? Déjà d'un constat en fait qui est assez simple, qui est aujourd'hui en fait on a vraiment une explosion de la production en fait des données. Alors il faut savoir que tous les 2 jours, l'humanité en fait génère autant de données qu'elle en a fait depuis l'aube de la civilisation jusqu'en 2003. C'est assez impressionnant. Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre qui vous impressionne encore plus? Alors les données en fait elles se démultiplient en fait de plus en plus, puisque en fait aujourd'hui en fait plus de 90% en fait des données qui sont actuellement disponibles aujourd'hui ont été générées en fait ces 2 dernières années. Et ce volume en fait double tous les 2 ans. Et dernier chiffre qui peut être aussi intéressant, il faut savoir qu'aujourd'hui en 2019, il y a à peu près 65 000 recherches par seconde qui sont faites sur Google, ce qui représente 5,5 milliards par jour. Et que principalement la grosse majorité en fait du coup du trafic internet, c'est principalement en fait de la vidéo, c'est 80% du trafic mondial. Et en 2021, on estime en fait que ça va encore augmenter. Alors en général, quand je montre ça, les gens se disent bon, pourquoi pas ces chiffres-là. Du coup, je vous propose en fait, ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a des sites en fait qui permettent en fait de mesurer vraiment ce genre de choses en temps réel. Alors, il faut savoir que j'ai lancé du coup la machine là du coup depuis qu'on a commencé cette présentation. Et depuis qu'on a commencé cette présentation, il y a 2 minutes, il y a eu environ 17 millions de recherches sur Google qui ont été faites. Alors si ça vous amuse en fait de regarder un peu plus, ce site en fait permet de voir d'autres statistiques, comme par exemple le nombre de tweets qui ont été publiés. Donc on a depuis le début de cette présentation 1,7 million de tweets qui ont été publiés. Ça en fait à peu près 150 milliards depuis le 1er janvier 2019. Donc vraiment une grosse explosion de la donnée aujourd'hui. Les données, en fait, une manière de les voir, c'est de se dire, en fait, on a des données en fait, qui sont en interne en fait, aux entreprises et des données en fait, qui sont extérieures en fait, un peu à nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Les données RH, les données de production ou de stock, ce sont des données qui sont en général internes. Ce sont les données externes, c'est par exemple, tiens, je vais aller chercher des données en open data sur le site de la RATP ou les données météorologiques. C'est une première division. Une autre division qui est possible, en fait, c'est de regarder les choses sous la forme de ce qu'on appelle des données qui sont facilement utilisables versus des données moins facilement utilisables. Je vous donne un exemple. Exemple de données facilement utilisables. Par exemple, j'ai les données de salaire dans un fichier Excel. On est tous d'accord que c'est facile de pouvoir faire une statistique de dire le salaire moyen dans l'entreprise est de temps. Si par contre je vous donne des vidéos ou des photos, c'est un peu plus dur de les exploiter. Et ça, en fait, dans le langage data, on appelle ça soit de la donnée qu'on appelle structurée, c'est de la donnée en fait qu'on peut résumer à un tableau Excel par exemple, ou ce qu'on appelle de la donnée non structurée, c'est de la donnée en fait qui n'est pas tout de suite utilisable, comme par exemple en fait les logs de mail que vous avez cités, ou les réseaux sociaux, qui sont de la donnée en fait qui sont à profusion, mais qu'on ne peut pas exploiter directement parce qu'il faut l'organiser en fait dans un. Il faut la transformer et une technologie capable de le faire. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, avec les outils qu'on met derrière, on peut facilement traiter la donnée et l'analyser quand même. C'est ce qu'on va voir.
c'est pas si simple que ça, et ça va faire partie de ce qu'on appelle le processus data, et on va le voir. Alors, en fait, il faut savoir, donc si on regarde, en fait, ça c'est un exemple d'axe en fait, de division, donc interne, externe, structuré, non structuré. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est quelqu'un de beaucoup plus intelligent que moi, qui s'appelle John Kelly, hein, qui est le senior vice-président d'IBM. En 2016, il disait en fait qu'aujourd'hui, en fait, 80% des données de la planète, hein, c'est des données en fait qui sont non structurées. Difficilement exploitable. Qui sont difficilement exploitables. Par exemple, la vidéo, l'audio, comme je vous l'ai dit au tout début, hein, YouTube représente en fait une grosse partie du trafic mondial d'Internet. Et encore pire, c'est que les cas d'usage qu'on connaît, hein, donc ceux qu'on on utilise en fait, de manière générale quand on fait des missions Big Data en fait, chez les clients, ça concerne principalement en fait, les données structurées internes. On ne s'attaque jamais aux données externes, parce que c'est très dur en fait, à les mettre en place. Et ça représente que 5% des données, mais ça représente 80% des usages aujourd'hui. Donc c'est assez impressionnant. En fait, on ne perçoit qu'une seule partie de la réalité, en fait, puisqu'on ne perçoit que 5% de ce qui est exploitable au total. C'est extrêmement peu. Mais c'est ce que disait John Kelly, c'est que le cerveau humain n'évolue pas aussi vite que les capacités technologiques aujourd'hui. C'est logique. Donc ça c'est un premier chiffre, je pense qu'il faut bien retenir, c'est toutes les missions en tout cas que vous verrez en fait souvent chez Noventia, hein, quand on a des missions data, c'est souvent des missions en fait où on va travailler très souvent sur de la donnée structurée interne, et ça représente que 5% des données disponibles sur la planète. Alors à partir de ça, en fait, on a ce qu'on appelle en fait en big data, du coup un grand principe qui va nous permettre en fait un peu de mieux, un peu structurer un peu toutes ces choses-là qu'on appelle le principe des 4 V. V pour volume, vitesse, véracité et variété. Volume, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des quantités vertigineuses en fait, du coup, de données. Vitesse, parce que de plus en plus, on va demander en fait, de traiter ces données en, fait, en temps réel. V pour véracité, on le retrouve très souvent. Aujourd'hui, en fait, dans les systèmes d'information des entreprises, on a souvent des données, mais très souvent, vous allez voir qu'il y a des erreurs, il y a des problèmes. Par exemple, je vous prends un exemple, France, qui a été créé en majuscule, France, qui a été créé en minuscule, ou Francia, qui est écrit dans une autre langue. Et tout ça, en fait, il faut réussir à dire au système qu'en fait, c'est la même chose. Et enfin, variété, hein, c'est qu'aujourd'hui, je pense que vous en avez peut-être entendu parler, la manière dont on peut stocker les données, hein, en fait, elle est très diverse. On peut les stocker dans un fichier Excel, on peut les stocker dans une base de données, hein, on peut les stocker aussi dans ce qu'on appelle des clusters. Hein. Et donc tout ça, en fait, ça crée en fait, beaucoup d'hétérogénéité en fait, sur les systèmes. Bon voilà, retenez ça, c'est le premier principe quand on parle de Big Data, on parle des 4 V. Après, si on descend un peu, je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez entendu parler de tous ces mots. Data, Machine Learning, Apache, Spark, sécurité, temps réel, Analytics, Deep Learning. Je pense que chacun a déjà entendu au moins une fois ces mots-là. Mais un peu comme sur cette image, je pense que pour chacun, en fait, c'est un peu le bazar. Et du coup, ça va dans tous les sens. Du coup, je vous propose de mettre un peu de l'ordre, du coup, un peu dans tous ces mots. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le processus data. Alors, le processus data, qu'est-ce que c'est? On va partir d'une application simple. Je vous propose, ici, on a une application que l'on a développée à Lyon. On est parti du constat que voilà, certains d'entre nous étaient extrêmement nuls en pronostic de rugby, comme moi. Et que, par contre, ce qui est disponible sur la planète, ce sont des données de match de rugby. Donc on a créé une application pour nous aider à faire les pronostics du coup de l'adversaire. Donc ça nous donne un super tableau de bord. Vous avez terminé combien? Vous avez terminé combien? J'ai pas eu accès. C'est vous qui avez construit la... KO. Ouais. On va vous le montrer tout à l'heure. C'est assez sympa. Donc c'est vraiment une application. Je vais vous en faire la démonstration tout de suite. Qui se base sur tous les matchs qui sont disponibles depuis 1990 sur un site web qui est connecté en live. Et ça me permet, par exemple, bah tiens, si je regarde la finale, qui était l'Afrique du Sud, je vois que l'Afrique du Sud, de manière générale, a gagné 193 de ses matchs, 60%. Et si je regarde ces matchs contre l'Angleterre, je vois que de manière générale, elle a gagné avec 23 points d'écart, ou bien elle a perdu avec 20 points d'écart en moyenne. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient du résultat final. Oui.
effectivement, l'Afrique du Sud a gagné. Et en fait, on voit que juste en regardant l'historique du passé, on peut tirer en fait en tout cas des aides à la décision qui sont assez intéressantes. Alors c'est super, hein, parce que quand on voit ça, on se dit waouh, on peut faire beaucoup de choses avec le big data. Sauf que ça, c'est ce qu'on appelle en fait la partie en général en data qu'on appelle la communication. Et moi, j'aime beaucoup en fait du coup dire que en fait ça ressemble beaucoup à un iceberg. Pourquoi ? Parce qu'avant d'arriver à ce tableau de bord-là, en fait, on est passé par beaucoup plus d'étapes, qui est en fait la couche en dessous de l'iceberg, puisqu'il a fallu d'abord collecter les données, il a fallu les nettoyer. Ce qu'on pouvait faire aussi, c'est mettre un algorithme d'intelligence artificielle pour me prédire du coup le résultat des matchs. Et tout ça, en fait, on peut le résumer, si vous devez retenir quelque chose, c'est vraiment cette slide-là. C'est en fait un processus data, on peut le résumer en 5 grandes étapes qui sont la collecte, le stockage, la transformation, l'analytics et la visualisation. Dans le cadre de la collecte, ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce que je vais en fait collecter mes données, comment est-ce que je vais les avoir. Alors là, il y a plusieurs manières de le faire. Soit je peux extraire du coup des systèmes de l'entreprise, une extraction d'un CRM ou d'un SAP par exemple. Je peux faire aussi ce qu'on appelle, vous avez peut-être entendu parler le mot API. En fait, c'est des sites qui permettent en fait de se connecter directement en fait aux données. Une passerelle. Une sorte de passerelle. On a aussi de plus en plus ces dernières années l'émergence de ce qu'on appelle l'open data, donc de la donnée qui est disponible au grand public. Et donc ça, par exemple, sur le site opendata.gouv, on a plein de données qui sont disponibles, comme les données de santé ou les données de transactions immobilières, si vous cherchez à acheter un appartement. Et enfin, un dernier aspect, c'est ce qu'on appelle le web scrapping. Le web scrapping, qu'est-ce que c'est ? J'ai mis une petite image de voleur, parce que c'est vraiment, on va le voir ensemble, c'est vraiment aller en fait chercher de la donnée là où en fait les sites ne l'autorisent pas en fait à la base. C'est ce qu'on appelle le web scrapping. Et tout à l'heure, je vais vous montrer comment on peut faire du web scrapping en 30 secondes top chrono. Ensuite, Il y a des risques d'en faire ou pas du tout ? Question très intéressante. Tu n'es pas très compliant. Non, mais parce qu'en fait, comme tu dis que c'est là, on vole des données, enfin, c'est un peu. En quelque sorte, Il a bien utilisé voler, le vol, mais avec. Voler des données, a priori, on n'a pas un délai, donc ça se passe comment en fait quand on en fait ? Très bonne question. Vous allez pouvoir y réfléchir pendant 20 minutes tout à l'heure. Ah, on le verra après, mais oui, on utilise le mot vol de données. Il y a une raison. Ouais, c'est pas pour rien. Ensuite, la partie stockage. Sur la partie stockage, je pense que vous avez déjà dû entendre beaucoup de ces concepts. Là, ça va être la manière dont on va en fait, gérer les sources de données. Donc, je pense que vous avez déjà entendu parler des mots de data lake, data warehouse, data mart, ODS ou base de données relationnelles. Tout ça, en fait, ce sont juste des concepts pour en fait, la partie stockage. Et c'est vraiment la même chose à des différences près. On le verra en fait ensuite. Sur la partie transformation, l'idée c'est comment est-ce que je peux corriger ou enrichir en fait mes données. Je vous donne un exemple. Si on reprend l'exemple de France, Francia ou France majuscule minuscule, toute la partie transformation, c'est une étape en fait où les gens en fait s'intéressent beaucoup à restructurer les données pour qu'en fait elles aient le même référentiel en fait dans leurs données. Parce que très souvent, c'est très rare en fait qu'on arrive dans des entreprises où en fait les données sont propres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, il est estimé par le MIT que le travail en fait en données, 80% du travail se situe au niveau de cette partie-là qui est la transformation de la donnée. Ensuite, sur la partie analytics, c'est ce que vous avez peut-être entendu parler sous le nom d'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on appelle par analytics, c'est vraiment quels insights, quels enseignements en fait je peux tirer en fait de mes données. L'intelligence artificielle, c'en est une partie. C'est ce qu'on appelle en fait le machine learning, donc l'apprentissage par exemple. Mais il existe en fait d'autres concepts qu'on peut utiliser, comme vous les connaissez très bien, c'est la statistique de base, moyenne, écart type, variance. Et enfin, la dernière phase qu'on appelle la couche de visualisation. Alors c'est très bien d'avoir créé des modèles et d'avoir fait des bons modèles de données, mais en général, ce qu'attend l'utilisateur final, en fait, c'est de pouvoir avoir une sorte de jouet qui puisse manipuler et qui puisse voir. Et en fait, c'est là où en fait, on va beaucoup utiliser en fait, la couche de visualisation de données. C'est comment je vais restituer cette fois mes insights. Il y a plusieurs manières de le faire. Méthode traditionnelle, je peux très bien faire un très bon PowerPoint.
un peu plus évolué, je peux utiliser ce qu'on appelle des outils de BI, de Business Intelligence ou de Data Visualisation. Ou encore, ce que je peux faire, c'est aussi un peu d'UX avec par exemple de l'infographie. Donc tout ça, ce qui est important de retenir, c'est que si vous avez quelque chose à retenir, c'est qu'il y a 5 grandes phases: collecte, stockage, transfo, analytics et visualisation. Et en fait, ça, ce sont vraiment ce qu'on appelle des concepts. Et en fait, derrière, vous avez des technos qui sont rattachés. Donc je pense que vous avez peut-être entendu parler, par exemple, quand on est dans le stockage, peut-être des choses comme Hadoop, Spark, Amazon, MySQL ou Redis. Tout ça, en fait, ce sont des technos et qui sont liés au concept du stockage. Donc bien différencier ce qu'on appelle le concept de la techno. Sur la partie transformation, peut-être que vous avez entendu parler de ces outils-là comme Informatica, Alteryx, Knime. Ce sont des grands leaders de marché sur la transformation. Et donc ça, je rappelle, ce sont des technos et pas des concepts. Sur la partie analytics, je pense que vous avez peut-être entendu parler de Python ou de R. Donc ça, c'est assez connu. Et enfin, sur la partie visualisation, alors je pense que si vous avez un peu discuté avec vos collègues qui sont en data, vous avez peut-être entendu parler de Tableau, Power BI, ClickSense, ClickView. Et donc ça, ce sont en fait des technos qui nous permettent de faire de la visualisation. Il en existe d'autres, comme D3JS ou AirShiny. Mais retenez, ça c'est vraiment bien, c'est que vraiment si vous avez en fait à retenir, c'est vraiment ce schéma qui est du coup 5 phases lorsqu'on travaille sur un processus data. Alors quand j'ai présenté le processus data, on se dit c'est quelque chose qui semble un peu linéaire parce que je collecte mes données, je les nettoie, je les structure et après j'en fais de la visualisation ou je fais du machine learning avec. Alors quelque chose qui fait beaucoup la différence entre les cabinets aujourd'hui, c'est leur capacité en fait surtout à se replacer en fait dans le besoin de l'utilisateur. Je vous donne un exemple. Imaginons que je collecte 20 sources de données pour à la fin me dire finalement je vais en utiliser qu'une pour faire de la visualisation. Donc techniquement j'ai collecté 9 sources de données qui servent à rien. D'où en fait l'importance en fait dans un processus data, en fait d'abord la première chose qu'il faut faire, c'est se replacer dans le contexte de son utilisateur, pourquoi il en a besoin, et à la fin quand on a fait tous ces tableaux de bord, se dire est-ce que ces tableaux de bord vont répondre à son besoin, à sa question primaire. Imaginez que vous produisez 200 tableaux de bord et qu'il n'y en a qu'un seul qui réponde à sa question, du coup vous avez fait quand même une grosse perte. Alors du coup pour gérer un peu tous ces aspects-là, vous avez peut-être entendu parler en fait de job, des personnes qui travaillent un peu dans ce domaine de la data. Alors je vous propose, on va faire un peu un petit ménage aussi. C'est une liste non exhaustive, mais je vous ai mis les principaux. Souvent on va parler de data analyst, data scientist, data engineer et de business analyst. Alors un data analyst, c'est quelqu'un qui va s'occuper principalement de tout ce qui va être en fait la visualisation de données. C'est quelqu'un qui maîtrise vraiment la partie visualisation et qui va maîtriser également la partie transformation de la donnée. Un data scientist, c'est quelqu'un qui en fait s'amuse avec les maths et du coup en fait va créer des algorithmes ou des modèles. Donc lui il va beaucoup plus s'intéresser sur la partie, du coup je vous laisse deviner, analytics. Ouais. Sur le data engineer ou data architect, ce sont des gens en fait qui vont beaucoup s'occuper de tout ce qui va être structure, vraiment la manière dont je vais stocker mes données, la manière dont je vais déployer mes modèles. Donc je vous laisse deviner sur quelle partie ils interviennent. Ouais, les deux premières qui sont la collecte, le stockage et parfois même un peu aussi la transfo. Et le business analyst, c'est quelqu'un en fait qui lui en fait va plutôt comprendre le besoin du client et faire en sorte qu'à chaque étape en fait de mon process data, je suis toujours en fait en lien avec en fait tout ce que je vais faire en fait dans mon processus data en fait va vraiment servir à mon client. Donc d'après vous, il intervient sur quelle partie Enfin, toutes. Yes. En général, en fait, un business analyst, lui, est assez transverse. Il connaît un peu toutes les étapes et en fait, il va un peu aider au pilotage, comme ça, du coup, des équipes opérationnelles. Alors, moi, j'ai une question. Ouais, parce qu'il y a d'autres mots. Il y a Data Steward, il y a Data Steward, il y a Digital Office. Alors, c'est encore d'autres personnages, effectivement, mais je ne sais pas si c'était ça la question. Non, pas du tout. On travaille ensemble sur l'offre avec Syncloud. Ouais. Donc c'est une mission qui est transverse, aussi bien sur la partie business analyst, mais sur la partie data aussi. Du coup, la personne qui sait finalement le profil qui est plus à même de faire l'ensemble des parties transverses, c'est qui ?
Bah, ça dépend du coup de ce qu'on veut faire. Parce que typiquement dans le projet qu'on mène ensemble, Ouais. on va de la collecte jusqu'à la visualisation. On a du stockage, on a de la transformation, enfin on a toutes les étapes. Jusqu'à présent, moi, on m'a toujours mis des data scientists à disposition, mais est-ce que c'est ce profil-là qui est le plus à même? Ouais. Alors, c'est vrai qu'en fait, souvent, idéalement, alors si on n'avait pas de problématique d'argent, ni de problématique de temps, c'est-à-dire vraiment le monde idéal, Tu mettrais les trois. bah, je les mettrais tous. Alors, sauf qu'on sait bien que dans une mission, généralement, on va avoir des contraintes du coup de temps, des contraintes d'argent. Alors, ce qui se trouve, c'est que, alors je vous ai segmenté, hein, mais en général, un data scientist, il ne fait pas que des modèles, il peut faire un peu de vise, s'il sait le faire. Des fois, il peut faire un peu de stockage. Des fois, en fait, tu auras plutôt des profils assez transverses. Mais c'est dur, en tout cas, d'être bon partout. En général, il faut bien comprendre ça parce que souvent, les gens, quand ils se disent « Ah oui, bah, il travaille dans la data, du coup, il sait tout faire. Il sait faire un peu de Spark, il sait faire un peu de modèle, il sait faire un peu de vise. » Mais en fait, il faut vraiment comprendre en fait, que c'est vraiment en fait, c'est vraiment, je pense, comme du côté légal. Vous avez des juristes en fait, qui sont spécialisés vraiment dans chaque domaine. Alors, on peut connaître de manière générale un peu tous les domaines. Il y a un bagage commun. On a un bagage commun, mais vraiment chacun vraiment, en fait, a un peu ses préférences. C'est vrai que très souvent dans l'émission, on va mettre souvent des data analystes ou des data scientists et on va essayer de leur demander en fait, de pousser un peu plus loin et de gérer un peu la collecte, le stockage, la transfo. Mais c'est vrai qu'idéalement, si on avait une mission, ce serait bien en fait, d'aligner en fait, chacun des profils à chaque étape d'un projet. Petit exemple d'application qu'on peut réaliser en moins d'une journée, pour vous donner un autre exemple en fait, de processus data qu'on vient de faire. Vous vous souvenez, on a parlé tout à l'heure en fait, des gens qui travaillent dans la data. Il se trouve que du coup, du côté de Lyon, on s'est amusé en fait, à refaire tout ce processus d'extraire les données dans le cadre de, je vais vous montrer aujourd'hui, combien les gens dans la data gagnent. C'est génial, on a les données qui sont disponibles sur Glassdoor. Et du coup, on a fait en fait, notre propre benchmark du coup, de personnes qui travaillent dans la data. Et le voilà, il est interactif. Donc du coup, si on regarde sur les gens qui travaillent sur des postes permanents, et ben, du coup, les gens en moyenne, du coup, sur le site de Glassdoor, en fait, on récupère là en temps réel, du coup, en fait, les données de salaire. On en a 982 qui sont répertoriés. Et là, si vous voulez des chiffres, et ben, en général, les gens dans la data, en tout cas du côté de Lyon, gagnent environ 42 000 €. Et on peut le voir, du coup, je ne sais pas si vous voyez, du coup, ce sont en général les data architectes qui gagnent en fait le plus dans le secteur de la data. Non mais rassure-moi, Chaos, c'est junior ça. Là, c'est en fait tout poste confondu, c'est une moyenne. Et c'est sur Glassdoor. Donc les données sont discutables, mais du coup, on peut avoir au moins des statistiques, au moins de base un peu. C'est pour vous montrer un exemple Donc là, en fait, depuis la connexion des données que j'ai fait en fait sur Glassdoor jusqu'à la couche de visualisation que vous voyez ici, en fait, voici le genre d'application en fait que nous on peut faire, du coup, en tout cas dans le domaine de la data. C'est Power BI? Ouais, on fait ça avec Power BI. Je vais vous montrer des trucs plus fous et pourquoi du coup Power BI est pas mal utilisé dans le cabinet. Alors, du coup, je vous propose, on va pas s'ennuyer, on va faire un petit résumé du coup de tout ce que vous avez vu. Première question. Chaos maîtrise Power BI. Donc, côté visu, et a des compétences en ETL. On avait vu la transformation de données. À quel profil de la data correspond-il dans les quatre qu'on a vu? Parce que c'est plutôt. Data scientist. Non. Data analyst. Business analyst. Ingénieur ou business? Ingénieur. Alors, qui vote pour Data Engineer? Qui vote pour Data Analyst? Non. Ah, mais c'est vous deux, non? Sur cette seule phrase. Qui vote pour Data Scientist? Et qui vote pour Data Engineer? Ingénieur. Non, c'est pas mais c'est data analyst, c'était business analyst, c'est ça? Data analyst, tu dis là? C'était comme celui qui faisait le travail. Alors, le Data Analyst, c'est celui qui en fait maîtrise tout ce qui est transfo ETL et en fait visualisation. Alors là, t'as plusieurs profils en fait. Ouais, t'as data En fait, ingénieur. tu l'écoutes aussi. Ah oui, c'est vrai que le data analyst
ils maîtrisent la partie visualisation. Et ETL. Non, mais ça, on est d'accord. Ouais. Mais en revanche, data ingénieur, tu as des data ingénieurs qui sont très bons en ETL et en fait qui maîtrisent principalement ces outils-là. Ouais, c'est ce que je disais, ouais. Les data engineers, en fait, aussi, très souvent, en fait, interviennent aussi sur la partie ETL. Alors là, il se trouve que la question, alors, elle est tournée très spécifique, visualisation et ETL, c'était pour voir si vous vous êtes fait piéger par mon doctorat. Deuxième question. En 2016, à quelle catégorie appartiennent 5% des données mondiales exploitées par les entreprises? Est-ce que vous vous souvenez? Au tout début. Qui ne s'est pas endormi pendant la présentation? C'est les données Structurées et... Vous vous souvenez du graphique? Interne. Yes, les données internes Sur les diapos. et C'est- il y a eu structurées. un- Ah, désolé, il y a eu un petit bug. Alors, Kaotri a des compétences aussi en machine learning. À quel profil data est-ce qu'il correspond? Data scientist. Donc là, vraiment, machine learning. Data scientist. Ah, c'est l'analyse. C'est le Ouais. data. Alors, tu peux me rappeler? On a analyste, scientist, business et engineer. Scientiste. Data scientist. C'est ça. Et effectivement, c'est celui qui crée des modèles et fait de la modélisation Et mathématique. c'est vrai là ton CV ou tu nous pipotes un peu Non, non, effectivement. Moi, en fait, voilà, c'est un exemple. Moi, en fait, je suis en fait double profil. Je suis à la base en fait scientiste puisque j'ai fait un doctorat en fait en machine learning. Mais du coup, je fais aussi beaucoup de visualisation parce que en fait, je crois beaucoup que en fait, si on rend à un client en fait un modèle y égale ax plus b, en fait, il s'en fout un peu. Par contre, si je lui dis tiens, en fait, sur mon modèle, je t'ai fait un truc super sexy avec un tableau de bord et tu peux bouger dans tous les sens, il va me dire oh, c'est trop bien le modèle. Donc, C'est un peu sexy, effectivement, la façon dont tu nous le dis. Mais... C'est le use case qu'a présenté Lucia, tu étais là la dernière fois sur le ça. DAC. Lucia, par exemple, a été voilà. Ouais. Souvent, les data scientists, en fait, aujourd'hui, en fait, beaucoup en fait se tournent vers la data analyse parce que du coup, en fait, c'est une bonne manière en fait de restituer en fait son travail. Alors après, vous avez aussi des data scientists, ils s'en foutent en général de ce que veulent les clients, ils veulent juste faire leur modèle. Ouais, mais après, ça c'est dans du. C'est lab, plus en interne. Il Ouais. n'y a pas beaucoup d'applicatifs. Non. Alors, du coup, Les sources sont mélangées. Donc, les données internes et structurées. Et est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce que veut dire les 4 grands V du big data? Vitesse, volumétrie, véracité. il y a les données structurées, pas structurées, internes, externes, du coup, il y a une sorte. Variété. Variété. Effectivement. Voilà, c'est le bordel. Est-ce que quelqu'un se souvient des 5 cycles de la donnée? Oui, collecte, stockage, transformation, enrichissement, analyse et visualisation. Yes, c'est bien. Tu as noté sur ton téléphone. Mais non. Eh bien, félicitations. Du coup, vous avez compris maintenant tout ce qui se passe dans un processus data. Donc maintenant, vous êtes prêts à travailler en data. Ah, Et maintenant, on va passer au cœur du sujet, Je le présente. qui est... Pause, non? C'était pas une pause? Non, c'est après. On est sur la fin, mais il y a une petite partie, il y a encore un petit jeu. Ne vous inquiétez pas. Voilà, Kao et moi, nous représentons la société Claptrap. Société Claptrap qui a pour objectif de proposer la meilleure application de rencontre. Celle qui n'existe pas encore, mais qui va révolutionner le marché. Pour trouver l'ultimate love. C'est notre slogan. Plus sérieusement, nous proposons gratuitement à nos utilisateurs de rentrer vers le login de réseaux sociaux, mais aussi toutes les grosses plateformes mainstream des GAFAM. Donc ça fait du Google, Microsoft, etc. Amazon, Apple, bref. Donc ils rentrent leur login sur la page d'inscription. On leur propose aussi de lier, enfin on aimerait bien le faire, on a besoin de votre avis, de lier leur compte d'impôt Gouv, là où ils ont tout leur avis d'impôt et ils font leur déclaration d'impôt, l'assurance maladie. Et on a évidemment tout un système de tracking, de cookies sur notre site, un peu comportemental, de mesures d'audience, mais non anonymisé évidemment. Et l'idée, c'est en combinant du coup toutes ces informations-là, on se dit on est capable de créer un profil numérique complet, du coup de tout le monde,
pour pouvoir trouver le match parfait. Incontestable. Et en parallèle de cette application qui est gratuite, nous offrons gratuitement à nos utilisateurs, pour les premiers qui s'inscrivent, les fameux Clap Glass, qui ne ressemblent pas du tout à la Google Glass, mais qui permettent, lorsqu'elles sont utilisées par la personne, de scanner en temps réel dans la rue les passants et d'avoir toutes ses spécificités, son profil et des recommandations. Ça concerne les personnes qui sont inscrites sur Scalatrap, mais aussi les personnes qui ne sont pas inscrites sur Scalatrap. On vous le montrera, mais on a toute une technologie de scrapping qui permet de faire des requêtes sur les moteurs de recherche en temps réel pour, lorsque la personne n'est pas inscrite sur Scalatrap, avoir le maximum d'informations qu'on trouve sur les moteurs de recherche. Et donc ça nous fait certaines stats intéressantes, le pourcentage où on va la rencontrer, si c'est plutôt à la boulangerie, si c'est au métro, à quel timing, etc. Les sujets à aborder, les sujets évidemment à éviter. Cette technologie-là évidemment est basée sur le deep learning, donc, qui est une des sous-tranches du machine learning en termes d'analyse de données. Et nous proposons sur l'application, donc site web ou téléphone mobile, un tableau de bord qui permet de suivre les rencontres qu'on a faites dans la rue, un outil de recherche par affinité, et évidemment l'ensemble des résultats de toutes les requêtes qui ont été faites via notre scrapper pour des personnes qui ne sont pas inscrites, mais avec lesquelles on a eu peut-être un crush. De notre côté, nous, on aimerait bien faire aussi des statistiques. Depuis l'ouverture de l'application, il y a peut-être des personnes qui sont désinscrites, mais on aimerait faire des stats sur les comportements, par rapport à la catégorie socio-professionnelle, les origines, quelles sont la logique, s'il y a une science du match. Voilà. Nous, on aimerait bien faire des analyses comme ça. Il y a peut-être une logique d'anonymisation, on le verra. On stocke tout ça dans Paris, promis. Enfin, non. En fait, on le réplique aux États-Unis. C'est plus marrant et ça permet aussi, pour nous, d'avoir une certaine sécurité. D'autant plus que c'est Google, Microsoft et Amazon qui nous offrent gracieusement des entrepôts de données. En contrepartie, évidemment, une certaine forcément contrepartie, ils ont le droit un petit peu de piocher dans les données qu'on stocke et pour leur propre finalité. Par exemple, Amazon, on leur donne toutes les informations, comme ça ils peuvent encore mieux vous recommander les produits achetés et vous les livrer en drone avant même que vous les commandiez. Voilà, mais c'est donnant, voilà, ils nous les offrent gracieusement, nous on a bien à disposition ces données. Donc voilà. Chez Claptrap, la vie privée pour nous c'est très important. On voit ça. C'est très important et on regarde souvent des tutos sur YouTube sur la vie privée, les cookies, tout ça. Donc on adore ça et c'est pour ça on nous a recommandé un cabinet qui s'appelle GDPR Rating à Paris et à Lyon aussi. Là, on vient vous voir à Paris et ça tombe bien, vous êtes ici et on aimerait vous soumettre notre projet qui est déjà lancé, ne vous inquiétez pas, mais on a besoin de votre expertise. L'idée c'est de faire un petit audit sur l'idée, sur les process qui sont utilisés. Et puis, si on respecte la réglementation aujourd'hui en vigueur, c'est ça. Ou si la réglementation ne nous dit rien, donc du coup, c'est open bar. Ouais. Enfin, on m'a dit que le RGPD de toute façon c'était pas très contraignant, donc c'est pas grave. Enfin, on imagine qu'il y a certaines modifications à faire, mais à la marge. En tout cas, évidemment, sur la présentation qu'on a fait avant, on vous a découpé ça en 5 phases. Vous pouvez reprendre ces 5 phases-là, la collecte, le stockage, la transfo, etc. Et essayer de soulever certains points pour auditer notre projet et puis voir si notre projet est conforme et quelles sont les pistes d'amélioration, les solutions peut-être qu'on peut trouver pour ce projet-là. Ou en tout cas les questions qu'on doit se poser nous de notre côté en fait sur ces différentes phases, pour savoir si notre projet en fait respecte bien la réglementation aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vous enlever des fonctionnalités de votre projet? Ah oui, vous pouvez. En tout cas, ce qui est très important pour nous, c'est de nous dire sur quelle thématique on doit faire attention sur chaque partie. Donc sur la collecte des données, sur le stockage, sur la transfo et sur l'utilisation d'algorithmes de machine learning et de visualisation. Vous pouvez enlever, mais du coup l'idée c'est vraiment de réfléchir ensemble sur chacune de ces thématiques pour se dire si un projet comme celui-là pourra en fait voir le jour peut-être l'année prochaine en 2020. Ouais. Déjà, on va essayer de scinder ça. Donc on reprend les 5 phases qu'on avait vues tout à l'heure. Déjà sur la partie collecte.
quel point vous a semblé compliqué ou totalement envisageable, ou en termes de quelle solution on peut adapter, etc. Levez la main, ou enfin, n'hésitez pas à prendre la parole, dites-moi. Nous, clairement, on a relevé le problème du consentement, déjà, dès le début. Ouais. Là, au moment de la collecte des données, comment faire distinction entre les gens qui sont inscrits sur l'application et les tiers, ceux qui marchent tout simplement dans la rue. Ensuite, comment faire passer l'information, comment faire passer ce genre de choses. Clairement, au moment de la collecte, comment ça se passe? Comment on pourrait imaginer un système qui permet de reconnaître les gens dans la rue tout en permettant à ces personnes de consentir ou pas au traitement des données? Ça veut dire que... Ça veut dire que tu peux envoyer un mail de ton Ouais. qui... Alors le problème c'est que si tu envoies un mail, c'est que tu as déjà son adresse email. Alors, justement, adresse email. Opt-in, opt-out. Opt-in, opt-in, oui, il faut le consentement de la personne. Bonjour. Il faut le consentement de la personne pour lui envoyer du mail. 3 exceptions, B2B, prospection non commerciale, ou alors la personne est déjà cliente. Bon, la personne qui croise dans la rue, qui ne s'est pas inscrite sur le site, elle n'est pas cliente, ça n'a pas de sens. B2B, non plus. Prospection non commerciale. Est-ce qu'on peut considérer, ou pas, que le fait d'envoyer un mail à cette personne-là, voilà, vous avez été scanné par les lunettes machin, est-ce que vous êtes d'accord pour rentrer en contact avec cette personne-là et que nous traitons vos données, etc. Je sais pas. Je sais pas, est-ce que tu considères le sexe comme du commerce? Non, mais c'est Ouais, la un vrai question à sujet. se poser. Non, Une application de rencontre. Non, mais une application de rencontre, c'est pas une usine de sexe, c'est pas ça que je veux dire, mais est-ce que tu Il y a une logique commerciale derrière, peut-être. Est-ce que tu considères ça comme du commerce? Je vous pose la question du coup. Parce que c'est payant votre site. Ah non, c'est gratuit. À aucun moment les gens payent. C'est gratuit. Mais du coup, juste à partir du moment où tu as reconnu la personne, tu traites déjà ses données, donc c'est trop tard en fait. Exactement. C'est juste impossible. Non, Flavie. Tout le monde là. Sauf si on se limite à récupérer. Enfin, Tu veux flouter tous les jours. ça n'aurait pas de sens. Il faudrait en fait qu'on récupère l'adresse mail sans reconnaître la personne en fait. Mais ça n'a pas de sens puisque Du coup, tu fais pas le lien. C'est Est-ce pas que bien tu as le très droit de bien. faire ça? Est-ce que tu as le droit de faire ça? Non, du coup, c'est impossible. si on arrive à considérer que si on arrive à considérer qu'on fait de l'opt-out, c'est-à-dire qu'on fait de la prospection non commerciale. On envoie un mail et on dit même pas le nom de l'application, on dit juste voilà, une personne vous a analysé, est-ce que vous voulez en savoir plus? Mais tu Non, mais peux attends, envoyer un mais mail t'es à toute la population Pourquoi pas? mondiale. Qui va Pourquoi pas? répondre oui? C'est un juriste qui parle. Non, mais qui? Pourquoi pas? Attends, Benjamin, qui Imaginons- va répondre oui? Mais moi je flippe, je reçois un mail comme ça. Tout dépend après de la com qu'on a fait en amont. Si faut imaginer, je sais pas, il y a un moment où genre Facebook, jamais on aurait un compte Facebook, ça n'a pas de sens, etc. Et aujourd'hui, quels sont les réseaux sociaux Aujourd'hui, utilisés? tu vas bien sur Google alors que tu sais que tes données elles sont hyper exploitées. Oui, Et mais en tu fait, ça reçois t'empêche pas pas d'y aller. Comment tu trouves le mail? Ouais, Il faut avoir 6 adresses Mais t'as email. raison, c'est- Il y a une, Oui. Mais ouais, c'est ça. Enfin, il y a une logique de prospection, c'est évidemment. Multi-exploité quoi. Donc, déjà que tu puisses faire le lien entre une personne que tu anonymises et une adresse mail que tu aurais quelque part et que tu supposes que tu fais de la prospection non commerciale, enfin, Ouais, c'est pas possible. effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors tout ça, ça fait partie effectivement. Alors il y a deux choses. Il y a la collecte des données en fait des personnes qui se sont inscrites, qui pose problème, sur lesquelles en fait il faut s'interroger. Et effectivement, il faut se poser aussi la question des données qu'on collecte sur les personnes qui n'ont effectivement pas donné leur consentement, qu'on rencontre dans la rue. Donc ça, c'est deux sujets effectivement qu'il faut couvrir dans le cadre d'une telle application. Souvenez-vous, il y avait un moment, c'était JCDecaux, qui mettait des bornes sur la défense pour choper l'adresse MAC des appareils mobiles qui avaient le Wi-Fi activé. Et le but, c'était de comprendre un petit peu les schémas de mobilité des gens sur le parvis de la Défense, etc. JCDecaux à l'époque avait dit non, c'est anonymisé, c'est bon, on a remplacé l'adresse MAC par d'autres chiffres, etc. Il s'est avéré que le système n'était pas réellement anonymisé, c'était de la pseudo-anonymisation, ça ne correspondait pas, il fallait appliquer le RGPD, etc. Aujourd'hui, on a quand même cette logique-là, elle est toujours appliquée, c'est-à-dire qu'on a des bornes Wi-Fi qui chopent notre adresse MAC. Adresse MAC, tu peux très bien réidentifier la personne derrière. Ces schémas de mobilité, aujourd'hui, ils sont réalisés. JCDecaux arrive à comprendre les schémas de mobilité sur le parvis de la Défense. Il y a une logique d'anonymisation derrière. Donc peut-être qu'on peut
collecter la donnée tout en l'anonymisant ou pas. Ce qui serait intéressant pour le coup, c'est de voir ce qu'a fait JCDecaux à ce moment-là. Je ne travaille pas chez JCDecaux malheureusement, mais peut-être qu'il y a une solution sur ce côté-là. Alors évidemment, là on parle d'adresse MAC, c'est entre guillemets plus difficilement identifiable qu'un visage avec les lunettes qui reconnaissent, qui utilisent la technologie de reconnaissance faciale. Mais c'est une piste envisageable. Notre idée à nous, c'était de stocker les empreintes biométriques des personnes qui étaient inscrites sur l'application sur les lunettes. Et une fois qu'on rencontrait une personne, voir si l'empreinte correspondait à celle qui était inscrite sur les lunettes ou pas. Si elle n'était pas inscrite, on n'envoyait pas les données au serveur de la messagerie. Ok. Oui, donc ça revient en fait à collecter que des données de gens inscrits. Voilà. T'as pas besoin de lunettes du coup, parce que tu les as déjà sur l'application. Ouais. Bah si, les lunettes, c'est pour les voir dans la rue. Ouais. Bah, Tu les enlèves, tu les vois aussi. Hein. Mais là, tu ne les reconnais pas. La lunette, elle te donne l'information qu'il est inscrit. Et en fait, à ce moment-là, c'est tous les mecs qui ont des lunettes. Donc t'as plus besoin de ça. D'autres T'as pas les lunettes que t'es pas inscrit. Tu peux pas lui dire bonjour, c'est tout, on n'en parle plus. D'autres sujets. Ça marche. D'autres sujets aussi sur lesquels il faut s'interroger, c'est, alors vous vous souvenez tout à l'heure on avait dit aussi que dans notre application on regardait en fait les données à 360 sur le web, c'est-à-dire qu'on a utilisé en fait une technologie de web scrapping. Alors on va le voir ensemble, mais le web scrapping c'est vrai que c'est en quelque sorte un peu aller chercher des informations que en général en fait les sites n'autorisent pas à prendre directement ou pas facilement. Mais on va le voir aussi également aujourd'hui que en fait, ces technos en fait, sont très facilement disponibles pour le grand public. Et je vais vous en faire une démonstration tout à l'heure en 10 secondes. C'est assez intéressant. L'autre chose qu'il fallait aussi étudier, alors deux dernières choses, c'était tout ce qui concernait en fait les traceurs et les cookies. Effectivement, il faut se poser la question, voilà, est-ce qu'on a bien informé en fait effectivement notre utilisateur. Et la dernière chose aussi à laquelle il ne faut pas oublier, c'est la sécurité du flow de données. Donc entre le serveur où il y a les données et en fait notre application à nous, est-ce qu'en fait on a sécurisé aussi en fait avec des protocoles de sécurité. Donc ça c'est des exemples en fait de sujets qu'il faut les traiter. Évidemment, c'est loin d'être exhaustif. Vous en avez, vous en avez d'autres. Vous en avez perçu d'autres. Ça c'est des exemples sur lesquels vous pouvez se pencher. On peut passer des heures d'ailleurs sur chaque sujet, évidemment. Mais voilà, le but c'est de pouvoir échanger, c'est de comprendre si aussi il y avait des choses qui étaient faisables. Mais... Alors si on fait un petit focus sur la collecte de données indirectes. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du graphique que je vous avais montré au début, le fameux graphique données internes versus données externes, structurées versus non structurées. On avait vu ensemble que ce qui est extrêmement difficile aujourd'hui, en fait, c'est en fait d'exploiter la donnée qui est externe et surtout non structurée. Et en fait, pour pouvoir le faire, on va utiliser des technologies aujourd'hui qu'on appelle de web scrapping. Web scrapping qui nous permet en fait vraiment d'aller chercher des données en fait vraiment partout sur la planète et de la structurer. Alors quand on regarde ça, on a l'impression que waouh, faut être hyper technique en fait pour pouvoir faire ce genre de choses. Moi, je vais vous prouver le contraire du coup en 30 secondes aujourd'hui que en fait ces technologies en fait sont vraiment en fait disponibles en fait pour le grand public. Je vais vous prendre un exemple. On va prendre le site d'Amazon et ce qui m'intéresserait en fait c'est tous les livres RGPD et j'aimerais bien m'amuser en fait à faire des stats pour me dire tiens j'aimerais bien voir le prix moyen d'un livre RGPD et en fait de pouvoir faire mes propres en fait analyses personnelles. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec des logiciels en fait, comme par exemple Power BI, ils intègrent en fait des moteurs d'intelligence artificielle qui permettent en fait de web scraper automatiquement les données, sans que ce soit forcément, on va voir, c'est pas un beau tableau Excel comme on le connaît, mais avec ces logiciels, par exemple, si je vous montre, ici je vais juste me connecter au web, je vais juste copier-coller l'adresse. Power BI qui est du logiciel gratuit. N'importe qui. Donc là, tu peux faire ce que vous êtes en train de faire, Théo. Du site URL. De l'URL. Il a juste pris l'URL avec recherche, l'URL de la requête. De la requête, Okay. de la recherche. Tu as des tables qui sont... Donc Power BI m'a dit effectivement, en fait, j'ai pu reconstituer des tables qui existent en fait sur ton jeu de données. Et voilà, si on regarde dans les tables, on en voit une avec le nom des livres, le prix, les auteurs. Les notes, le nombre d'exemplaires en stock. Et donc ça, c'est du web scrapping? Et ça, c'est du web scrapping. Puisque là, on voit que quelques lignes, mais si on veut, on peut faire ça sur 1000 requêtes, sur tous les résultats, et pouvoir après faire des moyennes, etc., et puis faire des analyses perso. Et là, on n'a pas besoin de rien coder. Donc là, on est bien d'accord. La seule opération de codage que j'ai faite, c'est copier, CTRL-C, coller, CTRL-V.
Il n'y a pas besoin d'avoir Je sais fait... pas si je veux savoir ça. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat en machine learning pour pouvoir le faire. Donc en fait, ce qu'il faut en tout cas se rendre compte aujourd'hui sur cette partie web scrapping, c'est qu'aujourd'hui en fait, on a l'impression souvent en fait que c'est des choses en fait qui ont l'air d'être en fait sur une autre planète, mais en fait les logiciels en fait s'améliorent de plus en plus et certains logiciels permettent en fait un peu d'aller chercher un peu dans ces, vous vous souvenez, dans ces 95% de données qu'on n'exploite pas, de pouvoir commencer à les rapatrier. C'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, par exemple, sur les salaires, du coup, dans le cadre de la data. Je suis juste allé les chercher en copier-coller, en fait, sur le site de Glassdoor. Mais du coup, il analyse, en fait, de l'HTTP, la dernière Ah bah, en fait, le résultat après, ce que tu fais, ça, tu vois, tu peux le charger, tu peux l'exporter en Excel, ou tu peux le charger dans le logiciel pour faire tes analyses. analyses. Reconstitue, en fait, les tables sur base, en fait, du HTML, enfin, qu'il a récupéré. Avec l'IA que tu as dedans, il arrive à comprendre des similitudes et à comparer en fonction de tous les résultats. Alors là, je ne vous donne pas tout le versant technique, hein, mais c'est une des formations que je donne en interne, comment web scraper avec Power BI. Mais on peut aussi apprendre à Power BI en fait, en lui donnant des exemples web scraper par lui-même. Et justement, enfin, là c'est un point de vigilance parce que si aujourd'hui il est aussi facile de pouvoir scraper comme ça, peut-être que chez les clients, il y a certains services commerciaux marketing qui le font et que pour eux c'est même pas un traitement de données. Alors quand on le fait sur des livres, pourquoi pas, mais quand on le fait sur des profils Facebook ou sur des bases de données qu'on a récupérées à droite à gauche, il y a un réel problème derrière. Il y a des problèmes de consentement, etc. Puisqu'on peut même scraper ce projet via des requêtes sur les moteurs de recherche. On se pose la question du consentement, etc. Mais il y a aussi des problèmes de pays, de propriété intellectuelle, de droit d'auteur, puisque les bases de données de base sont protégées par le droit d'auteur. Donc on a des obstacles juridiques d'un point de vue vie privée, mais aussi droit d'auteur. Donc c'est un vrai point de vigilance. On peut faire ça dans les règles, mais ça se fait certainement pas en 2-2 comme ça, en 10 minutes. Alors, si on continue sur la partie stockage, des exemples de questions sur lesquelles en fait il fallait se poser, hein, c'est les parties par exemple, tout ce qui est lieu de stockage des données, où est-ce que mes données vont être stockées, est-ce que je vais avoir le droit en fait d'avoir un regard à l'oubli ou l'anonymisation. Attention, anonymisation, on ne veut pas dire forcément je vais remplacer Pierre, Paul, Jacques par ABC, hein, parce qu'il y a eu un problème récemment sur des données en fait de consommation électrique qui étaient agrégées. Et en fait, des gens en croisant les données en fait avec Google ont réussi à désagréger tous les compteurs du coup électriques. Et avec les données de consommation, on a forcément les habitudes des gens. À quelle heure ils arrivent chez eux, qu'est-ce qu'ils utilisent comme appareil électroménager, combien ils sont, etc. Sur la partie, alors si ça vous intéresse, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous avais parlé un peu de Data Lake, ODS, Data Mart et Data Warehouse. Ici, en fait, vous pourrez récupérer la présentation à la fin. Ça vous explique en fait vraiment les différences qu'il y a entre ces différents éléments. Donc je pense que c'est intéressant pour vous si vous souhaitez en fait vous intéresser au sujet. Alors sur les parties de transformation, analytics et visualisation, c'est là en fait où ça commence à devenir un peu plus le flou, hein, parce que du coup c'est vrai que la réglementation en fait forcément ne gère pas en fait aujourd'hui en fait ce genre de problème. Principalement en fait ce qu'il faut retenir, c'est en fait aujourd'hui ce qu'on va demander principalement aux entreprises sur la partie transfo, analytics et visualisation, c'est le fait surtout d'avoir des systèmes traçables et auditables. Je vous donne un exemple. Si je déploie un réseau de neurones, par exemple pour prédire si une personne va être acceptée ou pas dans un entretien, je dois être capable en fait aujourd'hui de pouvoir dire pourquoi le réseau de neurones marche dans certains cas, pourquoi il ne marche pas, afin de pouvoir dire que effectivement ce réseau de neurones ne va pas discriminer en fonction du sexe ou de la race. Les problèmes sur la partie analytics, du coup en fait il en existe de nombreux, ce qu'on appelle intelligence artificielle. Donc là, je vous ai donné des exemples en fait, de cas d'usage en fait, où on utilise la classification, le clustering, l'analyse factorielle, l'analyse de survie, les séries temporelles, la recherche opérationnelle, le traitement du langage, le NLP, ou les systèmes de recommandation. Ce qu'on appelle aujourd'hui en fait, souvent dans le langage commun en fait, l'intelligence artificielle ou le machine learning, c'est les deux problèmes qui sont la classification et le clustering. En fait. Alors, pour vous expliquer un peu le problème très rapidement, on va faire un cours de machine learning en 2 minutes. Le machine learning, c'est l'apprentissage par exemple. Je vous donne un exemple. Si je vous dis qu'une banane coûte 1 euro, 2 bananes coûtent 2 euros. Du coup, d'après vous, 5 bananes va coûter combien d'euros ? 5 euros. Donc en fait, là, ce que vous venez de faire, c'est de l'apprentissage par l'exemple. Et le machine learning, en fait, c'est ça. C'est je donne des exemples à la machine et le modèle, en fait, l'algorithme va apprendre un modèle qui va me permettre de relier ici mes bananes à mon prix. Donc effectivement, et ça, c'est ce qu'on appelle le machine learning supervisé. Imaginons maintenant que je vous trace des points dans un espace et que je vous demande est-ce que vous voyez en fait des groupes de points.
Est-ce que vous pourriez me dire combien de groupes est-ce que vous voyez? Ce sont des couleurs. Hein. Non, pas forcément. C'est trois. Des regroupements. Ouais. 3, effectivement. Donc, vous venez de créer 3 regroupements de couleurs. Et le fait de découvrir des regroupements, par exemple des groupements d'utilisateurs ou des groupements par exemple de profils de consommation, Donc des clusters. c'est ce qu'on appelle du clustering ou du machine learning non supervisé. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en machine learning, en intelligence artificielle, il y a 2 types de problématiques qui sont adressées. Il y a ce qu'on appelle le machine learning supervisé et le non supervisé. Et dans le supervisé, vous avez des algorithmes, je pense que vous avez déjà dû entendre, comme régression linéaire, ou encore arbre de décision ou réseau de neurones. Très souvent, en fait, on entend parler aussi de deep learning. Alors, deep learning, qu'est-ce que c'est? En fait, ce n'est pas une catégorie à part en fait, du machine learning. En fait, un réseau de neurones, il faut juste savoir qu'il y a une entrée, il y a une sortie. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est créer des couches intermédiaires. Ça s'appelle un réseau de neurones. Ces couches intermédiaires, si on en met plusieurs, on va appeler ça un réseau de neurones profond. Donc un réseau deep. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle, du coup, les deep neural networks. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de démystifier, de se dire que les réseaux de neurones ou les deep neural networks, ce n'est pas une catégorie à part, c'est juste du machine learning. C'est une catégorie en fait, d'algorithmes de machine learning. Et enfin, pour terminer sur la partie visualisation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de logiciels en fait, de visualisation qui existent, comme Tableau, Power BI ou Qlik, qui sont des outils qui sont portés par le cabinet. Et en fait, c'est tout un écosystème qui existe et il faut savoir que ce genre d'outils sont beaucoup aimés par les clients parce qu'ils permettent de pouvoir travailler de manière assez agile sur les données et de pouvoir les explorer. Et ça prend de plus en plus en fait, d'importance aujourd'hui. Je vous propose de terminer par un petit wrap-up. Du coup, le dernier, et après c'est terminé. Est-ce que vous vous souvenez, du coup, je viens de le dire il y a 10 secondes, des principales solutions de DataVis, principalement celles qui sont portées par Novensia. Vas-y, Power BI, Tableau. Yes. Clio, Tableau, SAS, Verge, Je vais vite parce que je dois remonter en réunion. yes. C'est un algorithme de machine learning très supervisé, non supervisé. Alors, et deep. Ouais, Python, c'est la techno en fait, derrière, mais un algorithme qu'on vient de voir il y a 2 minutes. Bah non supervisé, supervisé, deep. Alors, ouais. Réseau de neurones ou je sais pas quoi. Ouais, par exemple, un réseau de neurones, c'est effectivement. Alors, on va passer celle-là, parce qu'on l'a fait. Et est-ce que le scrapping est légal? Faut savoir oui, que... Effectivement. Tout dépend du scrapping qu'on envisage. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.